à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de la papesse de la lingerie. Je crois que vous n'avez qu'à regarder et son nom paraît comme une évidence. Ce symbole, c'est sa force, c'est sa signature. On a la chance d'être reçu par Madame Chantal Thomas et Maïston pour Master of Details. C'est parti. Déshabille-moi. Bonjour Chantal. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous. Oui. Alors on va commencer par revenir un petit peu au départ. L'histoire dit que déjà écolière, vous avez transformé votre uniforme. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'étais dans un collège religieux parce que j'avais dû être virée du lycée. Donc j'étais dans un collège religieux et j'avais l'uniforme bleu marine. Donc jupe plissée, chemisier blanc. Et comme ça ne me plaisait pas du tout et que j'étais déjà rebelle, j'avais fait faire par ma mère qui était couturière une jupe culotte, parce que c'était la mode des jupes culottes, en pensant que ça ne se verrait pas. Hein. Et j'avais accompagné ça d'un petit gilet d'homme, parce que j'aimais déjà bien le côté masculin-féminin. Hein. Et je lui avais demandé de me mettre des boutons rouges sur mon gilet bleu marine. Ça n'a pas plu du tout. J'ai dû me faire virer d'ailleurs. Oui. À 20 ans, vous débutez chez Dorothée Bis et vous envoyez quelques pièces à Saint-Tropez. Et je crois que vos premières clientes sont Brigitte Bardot et Michel Mercier. Je faisais des robes pour moi. Et je sortais beaucoup le soir et tout le monde me disait c'est super, j'avais 18 ans. Et je les faisais dans les tissus peints à la main par mon fiancé qui était aux Beaux-Arts. Et ma mère me bricolait ça, enfin bon, c'était pas de la haute couture. Hein. Et effectivement, tout le monde me disait mais c'est magnifique, tu devrais les vendre. Donc j'en ai apporté deux, j'en ai montré deux à Dorothée Bis qui m'ont dit bah oui c'est bien, faites-moi 3. Et j'en ai envoyé 3 à Jean-Marie Rivière qui était à Saint-Tropez, le Café des Arts, qui était l'endroit branché, vraiment où il y avait Brigitte Bardot qui dînait le soir et tout. Et il y avait une boutique au-dessus, et tenue par sa femme. Et j'en ai envoyé 3 et il m'a rappelé 15 jours après en me disant voilà on en a vendu une à Brigitte Bardot, une à Michel Mercier et une à je sais plus qui. Faites-moi 20. Donc ça a commencé comme ça. Quel démarrage de rêve. Mais c'était pas mal. Hein. J'ai même eu la couverture de Jour de France sur Michel Mercier. J'avais même pas encore monté ma société. Eh ben alors justement, parlons de ça. Comment et pourquoi vous avez osé être émancipée très jeune pour créer votre entreprise, oser créer de la lingerie sexy dans une période et une époque où finalement, rappelons-le, que les femmes n'en portaient pratiquement plus. Non, c'est vrai. Ouais. Donc, cette tendance à oser, d'où ça vient? Je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais c'est vrai que j'ai toujours été rebelle, j'ai toujours eu envie d'autre chose. D'être différente? Et d'être différente, oui. J'avais envie dans ma famille qui était petit bourgeois moyen, je me suis dit, au bout, même très vite, à 10-12 ans, je me suis dit, oh là, ça va pas du tout, on va changer de monde. Et j'ai eu envie très vite d'autre chose et d'être provocante. En fait, j'ai commencé par la provocation, en faisant des robes étonnantes. J'ai toujours commencé par la provocation parce que pour se faire remarquer, au départ, il faut provoquer. La lingerie, ça a été provoquant au début aussi. D'ailleurs, comment vous êtes passé du prêt-à-porter à uniquement et exclusivement la lingerie? En fait, j'ai fait du prêt-à-porter jusqu'à 95, pendant donc 25 ans à peu près. Toutes les femmes peuvent porter ce genre de modèle, ou bien est-ce que vous pensez que c'est quand même réservé à une certaine classe ou une couche sociale? On voit mal les femmes aller travailler dans cette tenue. Non, je suis pas d'accord. On peut voir des femmes aller travailler dans cette tenue. Et parallèlement à ça, au bout d'une dizaine d'années, vers fin 70, j'ai eu envie de faire de la lingerie parce que ça n'existait plus, effectivement. Moi, j'étais d'une génération qui n'avait connu que le collant et qui ne portait pas de soutien-gorge. Parce que les féministes les avaient brûlés, donc c'était pas du tout la mode de porter un soutien-gorge pour une jeune femme. En voyant les vieux magazines, en voyant les vieux films, je me suis dit c'est quand même dommage qu'on profite pas de ça, c'était joli. Cette femme féminine, les porte-jartelles, les déshabillés somptueux, la soie, les couleurs pastel, enfin, il y avait de très jolies choses. Une féminité assumée. Oui, et j'ai voulu remettre au goût du jour, et je l'ai fait pendant un défilé de prêt-à-porter. Mais je l'ai fait au départ comme un accessoire pour les défilés. Comme il y avait des robes assez sexy, donc j'avais un porte-jartel qui dépassait d'une jupe fendue, des blouses transparentes avec des soutiens-gorge, mais je l'ai fait d'une manière très différente. C'est-à-dire que je l'ai fait dans des couleurs vives, dans des tissus de prêt-à-porter. J'en ai fait de la mode tout de suite. Et ça a plu. En fait, je n'avais pas l'intention même de commercialiser ça, c'était une pièce de défilé. Et tout le monde m'en a demandé tout de suite, donc la lingerie a démarré. Parallèlement, j'ai fait la lingerie et le prêt-à-porter pendant
15-18 ans. Et puis à un moment, j'ai eu des problèmes avec mes associés, donc tout s'est arrêté pendant 3 ans. Et à ce moment-là, je n'ai trouvé des repreneurs que pour la lingerie parce que la notoriété était énorme en fait en lingerie, comparée au prêt-à-porter, dans la mesure où j'étais la seule pendant 10 ans à montrer des femmes relativement déshabillées et provocantes sur un podium. Et toutes les photos qui passaient de mes défilés, c'était celle-là. Dans le monde entier, c'était la photo de lingerie qui passait, parce que c'était la plus spectaculaire. Donc mon image est devenue de plus en plus forte en lingerie. Elle a dépassé le prêt-à-porter. Voilà. Qu'est-ce qui vous amuse dans votre métier aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous amuse le plus? Bon, ce qui m'amuse, ce sont les rencontres, c'est la découverte. J'ai une vraie curiosité, donc ce qui m'amuse, c'est d'aller dans les usines, voir par exemple les archives de dentelle à Calais. Mais ça m'amuse aussi beaucoup maintenant de toucher à d'autres domaines, de faire de la déco. De faire différentes choses. Oui, j'ai fait des hôtels, j'ai fait de la céramique, j'ai fait une collection de lits, j'ai fait... Fameux lit en cœur d'ailleurs. Oui, absolument. Oui. Donc ce qui m'amuse, c'est de rencontrer des gens, c'est la curiosité de voir, de découvrir d'autres métiers, et puis le challenge. Le challenge de savoir, de me dire, est-ce que je vais y arriver quand même? Vous êtes une ambitieuse. Oui. Tel un super-héros quelque part, le noir et blanc taillé est devenu votre costume. Pourquoi tout d'un coup la couleur s'est effacée vu que vos défilés étaient colorés? Oui, mes défilés étaient très colorés. Et vous êtes devenue... Et j'ai porté de la couleur aussi. Hein. J'ai commencé à porter beaucoup de noir à une époque où les Japonais sont arrivés, début 80. Ils s'est Miyake comme des garçons. Et tout à coup, leur mode était noir. La mode japonaise était très austère et très noire comparée à la mode parisienne, Thierry Mugler, Claude Montana, c'était les coupes qui étaient extravagantes, mais les couleurs effectivement étaient... Ouais. Et on a tous, ça nous a donné une envie de noir, je pense. Ça a un peu fait bouger la mode en France. Et moi, j'ai commencé à porter du noir. Alors, j'en portais déjà, mais j'en portais avec le reste, avec toutes les autres couleurs. Je mélangeais beaucoup les couleurs. Et puis, petit à petit, j'ai éliminé. Alors, pendant un moment, j'ai fait noir et jaune, noir et rouge, noir et bleu, noir et vert. Et puis, c'est tombé au moment aussi où j'ai eu des enfants. En 83, j'ai eu ma fille. Et j'avais plus le temps le matin de me poser la question si je mettais les chaussures jaunes, les chaussures rouges, avec le chemisier vert. Enfin bon, c'est devenu compliqué. Une problématique partagée par beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, absolument. Et donc j'ai simplifié les choses et petit à petit j'ai éliminé. Finalement, la couleur, c'est la décoration. Oui, j'aime bien les couleurs pastel pour la déco. Vous êtes la papesse de la lingerie. Les femmes s'habillent-elles comme la lingerie qu'elles portent? Pas toujours. En gros, est-ce que les dessous ressemblent au dessus? Non, pas toujours. C'est très surprenant. En fait, il y a des femmes qui sont beaucoup plus sophistiquées en dessous. En fait, il y a des femmes qui adorent la lingerie, qui sont raffinées et qui, à la limite, vont porter des choses relativement classiques parce que, tout simplement, elles travaillent dans un bureau, elles sont avocates. Donc, elles ont une lingerie plutôt raffinée, sophistiquée, sexy, et des vêtements plutôt classiques. Et puis, il y a d'autres femmes qui sont très chics, qui portent des grandes marques et qui se fichent complètement de la lingerie parce que ça ne se voit pas. C'est très étonnant. Comment et où fabriquez-vous vos créations? Comment je les fabrique? Oui, où et comment? Alors, en fait, on a un atelier de création. On travaille longtemps à l'avance en lingerie parce que c'est très long. En France, oui. Donc, Chantal Thomas, c'est du Made in France? C'est du Made in France. En tout cas, la création est française. D'accord. Et la fabrication, il doit y avoir à peu près 30 à 40% de fabriqués en France. Justement, la lingerie, est-ce que ça implique un cahier des charges particulier? Est-ce que vous avez des contraintes parce que c'est ce qu'il y a de plus près du corps? J'ai des contraintes énormes. On parle d'intimité. Oui, j'ai des contraintes énormes. Quelles sont-elles? De qualité de tissu, de solidité, parce que ça se lave tous les jours, tout simplement. D'ailleurs, comment on entretient sa lingerie aussi? Alors écoutez, moi je la lave à la machine. On me dit qu'il faut la laver à la main. Non, pas obligatoirement, on peut la laver à la machine à 30. Vous les mettez dans un petit sac de lavage. Voilà. D'accord. Et je sépare en général les soutiens-gorge des culottes. Mais ça marche, j'ai une lingerie en parfait état.
Maintenant, ça marche. D'ailleurs, comment évolue la mode dans la lingerie? Est-ce que c'est à travers de nouvelles matières, comme vous venez de le dire? Est-ce qu'il y a une vraie mode dans la lingerie? Je pense qu'il y a des évolutions techniques qui ont fait beaucoup bouger les choses depuis ces derniers temps. Mais moi, peut-être que tous les fabricants de lingerie ne le font pas comme ça. Moi, je le travaille comme de la mode dans la mesure où j'ai toujours fait une collection d'été, une collection d'hiver, et que je faisais pareil pour la lingerie, ce qui n'existait pas quand j'ai commencé la lingerie, dans les années 60, fin 70, début 80. Personne ne faisait de collection d'été, de collection d'hiver. La lingerie était totalement déconnectée de la mode. Mmh. Mais bon, moi je venais de la mode, donc je l'ai travaillé comme de la mode. Moi, je travaille avec des thèmes. On a un thème, on va avoir un thème plus années 20, un thème toutes les saisons, on trouve une idée de thème, comme pour un défilé de mode. D'ailleurs, on retrouve sur votre site, derrière chacune des cartes, une thématique. La carte se retourne et on découvre la nouvelle collection. Exactement, qui se cache derrière cette thématique. La lingerie n'a pas d'âge, contrairement au prêt-à-porter. Votre cible, quelle est-elle? C'est-à-dire qu'une femme de 20 ans effectivement pas d'âge peut avoir envie de porter une jolie culotte en dentelle noire. C'est une femme qui n'a pas d'âge, effectivement, mais par contre qui est quand même raffinée, sophistiquée, qui est assez mode, et puis qui a envie d'être belle et de se sentir belle pour elle-même. La lingerie, c'est un accessoire de mode. L'IFM vient de sortir ses chiffres sur le monde de la lingerie. Il se trouve que 2013 a été une très bonne année. Les chiffres augmentent et on se rend compte que c'est les femmes de 20 à 30 ans qui consomment le plus. Oui, je pense que c'est parce qu'elles sont sans doute plus concernées par leur corps. Qu'elles se découvrent, c'est des jeunes femmes, elles ont envie de séduire, elles ont envie de se sentir belles. Et puis aussi, il y a ce phénomène des chanteuses depuis une quinzaine d'années qui chantent très déshabillées quand même. Oui. Plus que même en lingerie. Oui, tout à fait. Donc ça leur donne envie aussi de le montrer. Je pense qu'elles ont moins le complexe, elles sont moins timides aussi. C'est vrai, parce que je me faisais la réflexion, finalement la lingerie c'est ce qu'on ne voit jamais. Oui. Dans la rue, on ne peut pas vouloir copier quelqu'un, on peut pas. Non. On l'imagine, on la suppose, mais on ne la voit pas. On ne la voit pas. Donc justement, c'est vrai que mais par contre, ça donne une silhouette. Alors on la voit sur les stars, oui. Bon, on peut sans doute la voir quelquefois dans les boîtes de nuit avec des jeunes femmes plus déshabillées. Mais on la devine parce que ça donne une silhouette aussi, ça donne une démarche, ça donne... Et puis ça peut s'apercevoir quand même, un soutien-gorge, on peut l'apercevoir sous une chemise transparente, on peut apercevoir les bretelles l'été, donc on peut jouer sur du caché, montrer caché. Comment pour vous, comment ça se fait que soit la Française qui soit la première acheteuse de lingerie en Europe? Quel est ce goût prononcé? Pourquoi la Française? Je pense que c'est en fait, si vous voulez, la Française et l'Européenne en général, on a une culture de la corsetterie. Nous, c'est un héritage qu'on a en fait. On a un héritage culturel très fort, historique, de Marie-Antoinette avec ses corsets, des cocottes de 1900, des demi-mondaines de 1900, très sexy aussi, des séductrices. On a cet héritage de séduction en France. Et c'est vrai que tout ce qui est corsetterie, etc., permet de ressembler à cette pin-up que vous aimez tant. Absolument. Que tout d'un coup, elle forge, elle donne une architecture au corps. Elle donne une architecture au corps, complètement. Quel est le juste prix pour vous dans la lingerie aujourd'hui? Alors maintenant, il y a tellement de marques, si vous voulez, et il y a des marques qui font des choses très bon marché, qui sont très mignonnes. Donc je pense qu'une femme, si elle a envie de jolie lingerie, elle peut la trouver. Mais le juste prix pour avoir quand même de la qualité, quelque chose qui dure et qui tombe bien, parce que c'est assez difficile à mettre au point, qui fasse en fait tout simplement un joli corps, qui fasse une jolie poitrine et qui tienne le choc. Le prix, c'est pour une parure, je dirais, le minimum, c'est 100 € et ça peut aller jusqu'à 300, 400. Mais à partir de 100 €, on commence à trouver quelque chose de joli. Mais ce que vous dites, c'est tout à fait ça, parce que toujours dans cette étude que j'ai lue, on se rend compte que les Françaises vont dépenser moins, mais mieux. Oui. Ce qu'elles veulent, c'est de la très belle lingerie. Qualité. Elles veulent s'offrir du rêve. Oui. Elles ont envie d'être séduisantes. Oui, elles ont envie d'être séduisantes et puis elles ont envie que ça fasse un soutien-gorge, c'est difficile parce que ça ne fait pas toujours. Il y en a certains qui ne font pas du tout une jolie poitrine, qui font donc pas un joli décolleté. Qui font mal parfois aussi. Et qui font mal et qui blessent. Exactement. Donc elles veulent être bien, elles veulent être mises en valeur, avoir quelque chose de beau qu'elles vont garder.
Comme un écrin. Oui. Vous êtes vendu dans plus de 30 pays. Oui, à peu près. Quel est le pays qui consomme le plus? Bon, quand même, pour nous, c'est quand même la France. Et puis après, il y a la Russie, la Belgique. Le Moyen-Orient, est-ce que c'est Le Moyen-Orient, un petit peu. Pour l'instant, on n'est pas trop bien installé au Moyen-Orient, mais là, a priori, on devrait ouvrir une boutique à Doha l'année prochaine. Donc c'est l'avenir. Oui. L'instantanéité de notre quotidien, qui se différencie de ce cadencement décalé des créations et des défilés. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu lost in transition de temps en temps? Justement, comme vous disiez tout à l'heure, de travailler 2 années à l'avance. Si, c'est pénible. Tout d'un coup... Si, c'est très pénible. De temps en temps, ça me gêne. Parce que c'est vrai que j'ai eu l'habitude pendant 25 ans de travailler tous les 6 mois pour un défilé. Et puis bon, le lendemain du défilé, je commençais la collection suivante. Alors que maintenant, je travaille 2-3 saisons à l'avance. Et en plus, j'ai plus les défilés pour me caler. D'accord. Parce qu'en lingerie, on ne fait pas de défilé ou très peu. Alors à part Victoria's Secret qui fait un défilé spectaculaire. Et Tam une fois de temps en temps. Mais il n'y a pas cette culture du défilé tous les 6 mois. Parce qu'en fait, le monde de la lingerie n'est pas très proche de la mode. Et puis un défilé de lingerie, c'est très compliqué à faire. Il faut des filles sublimes. Il faut des lumières magnifiques. Il faut les habiller, en fait, parce que sur un podium, si vous voulez une culotte, un string qui défile sur un podium, à la limite, c'est pas joli, donc il faut lui mettre des déshabillés. Bon, c'est pour ça que Victoria's Secret met des plumes, des choses spectaculaires. Ils en font un show. C'est un show. C'est un show. Un défilé de lingerie, ça doit être un show. Ou alors c'est quelque chose de très intimiste pour montrer les modèles d'une manière, je dirais, commerciale. Plus détaillée. On est plus dans oui, professionnelle. L'accessoire, le parfum, les produits dérivés sont en hausse et en développement dans les marques de mode. Est-ce que chez vous aussi, c'est un secteur qui se développe et sur lequel vous passez du temps? J'ai pas mal d'accessoires, mais malheureusement le parfum s'est arrêté. J'avais une licence qui s'est arrêtée. Donc peut-être j'en aurai une autre un jour. Mais bon, oui, j'ai des lunettes, j'ai des parapluies. J'ai pas mal d'objets en licence. Mais ce qui marche surtout maintenant, qui est dans l'air du temps, en fait, c'est les collections capsules. C'est des petites collections qu'on fait pour 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et qui ne dureront pas, avec des maisons différentes, comme j'ai fait par exemple pour Roland Garros, une petite collection de vêtements et d'accessoires qui était une collection capsule qui a duré 2 mois, le temps en fait d'un petit peu avant le tournoi et après le tournoi. Comme j'ai fait par exemple, qui va sortir au mois de novembre, une collection pour Tati. Ah voilà, alors j'ai fait tout autour de Noël, c'est-à-dire le sapin, la table de Noël, et puis le paquet cadeau, les boules de Noël, enfin tout ce qui peut consister. Un smoking. Oui, aussi un smoking, une petite robe, tout autour de Noël, voilà. Donc il y a des tarifs extrêmement... À des tarifs incroyables. Abordables. Ah oui, des cadeaux à partir des bougies à 3,99 €. Bon, les filles, on se donne rendez-vous. Des boîtes de rangement super. Non, c'est vraiment joli. Une nappe... des petites flûtes à champagne en plastique qui sont très drôles. Enfin bon, une jolie collection. Et ça, c'est pour 2 mois, voilà. Et ça, je trouve ça très amusant à faire. Quelle est votre pièce clé dans votre dressing? Une pièce. Une pièce, c'est drôlement difficile, ça. Alors, non, c'est difficile parce que le pantalon, c'est clair, j'en mets tous les jours et que je dois en avoir au moins 30. La chemise blanche. Tous les jours un pantalon? Pratiquement. Je dois avoir 3-4 jupes, mais alors c'est pas souvent. Donc vous êtes vraiment dans cette idée, je me pose pas de questions? Non. D'accord. Quand je mets une jupe, souvent je la mets, puis après je me dis non, ça va pas, je l'enlève. Donc c'est le pantalon noir, la chemise blanche, c'est difficilement en dire un. Alors après, c'est vrai que c'est le soutien-gorge noir aussi. Ah tiens, qu'est-ce que vous portez comme lingerie? Du noir. Du noir? Que du noir? Que du noir. J'ai 2-3 modèles en rose parce que j'aime bien les modèles. Pas de rouge? Bon, j'en ai 1 ou 2 aussi en rouge et en rose, mais je les mets très très rarement.
Et je dois en avoir un blanc de temps en temps pour l'été. Mais je trouve que c'est joli un soutien-gorge noir sous une chemise blanche. Très joli. Parce que ça se voit un peu, justement, ça peut se deviner. Là, c'est que des vestes. Les ceintures, les foulards. Là, je la laisse pour. Vous voyez, c'est du blanc. Voilà. Ouais, quand il y a un peu de couleur, c'est du blanc. Le blanc avec de la dentelle. Ça, les chemises, c'est plus facile. Ben là, c'est les pulls. Mais alors, ça, ils sont très mal rangés. Les pulls, je suis obligée de les défaire à chaque fois pour voir lequel c'est quand même. Vous avez compris, l'ADN de Chantal Thomas, c'est pas un mythe, c'est une réalité noire et blanc. Quel autre métier auriez-vous aimé faire? Alors, je pense que quand j'étais jeune, je savais pas trop, mais j'aurais bien aimé, par exemple, être chanteuse. Chanteuse. Ouais, pour être sur scène en fait, je pense. Je pense que la scène, c'est la chose la plus excitante qui existe. Et c'est pour ça que je regrette un peu les défilés. Parce qu'il y avait quand même cette arrivée sur le podium à la fin avec les mannequins qui est en même temps très angoissant, très flippant. Mais très galvanisant, très galvanisant. Ouais. Et je pense que quand je vois un chanteur ou une chanteuse sur scène devant 10 000 personnes, je me dis ça doit être génial. Donc ça m'aurait plu. Et sinon? Mais ça, c'est pas présenté, voilà. Ah, donc c'est forcément dans l'artistique, si on résume. Je pense, oui, forcément dans l'artistique. On parlait tout à l'heure de Chantel, qui est donc le groupe pour lequel vous travaillez. Quelle est justement votre place? Quelle est votre relation aujourd'hui avec Chantel? Je suis associée dans le groupe Chantel. Donc j'ai gardé des parts dans la société. Et la marque Chantal Thomas, en fait, il y a plusieurs marques dans ce groupe. Il y a Passionata, Darjeeling et Chantal Thomas. Bah, la place du créateur, moi, dans la mesure où, si vous voulez, je suis quelqu'un d'assez particulier dans la lingerie, parce que les marques de lingerie, en général, on ne connaît pas les créateurs. On connaît des marques. C'est vrai. Il y a très peu de créateurs. Elles ne sont absolument pas incarnées. Et je pense que ça a été aussi une grande partie de ma réussite, c'est que je pouvais parler de la lingerie. Alors que dans les autres marques, on ne sait pas qui faire parler, finalement. Parce qu'on n'a pas envie de faire parler le directeur, qui n'a pas toujours envie de parler d'ailleurs, ou le président. On n'a pas envie de faire parler le marketing. Une idée part de rien en général. Elle peut partir d'un petit détail, d'un bouton, d'un costume d'homme ancien, d'un petit sac. Tout à coup, je vais trouver qu'il y a une finition jolie. On a besoin de petites choses dans la lingerie. Moi, je suis un peu différente, mais c'est vrai que l'évolution à ce niveau-là, au niveau créateur, a beaucoup changé. Parce que moi, j'ai connu l'époque où le créateur était roi. Bon, vous la regrettez, cette époque? Bah, disons que c'est moins drôle, parce que moi, quand je regarde les collections en général de mode, je trouve j'ai vécu une époque formidable qui était les années 80-90, avec des créateurs comme Thierry Mugler, Claude Montana, des gens brillants qui apportaient, ou Galliano plus dernièrement, ou Christian Lacroix, des gens qui apportaient une fantaisie et un style. Qui impulsaient une vraie différence de style. Une vraie différence de style, oui, c'est vrai. Alors que maintenant, le marketing est devenu, depuis une quinzaine d'années, tellement présent et tellement important. Vous dire que c'est lui le nouveau roi? Que le roi, maintenant, c'est plutôt le marketing, oui, dans une entreprise. Et comment vous gérez cette relation avec le marketing? Bah, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe marketing formidable, avec laquelle je m'entends bien, et puis je me bats. Je râle, je dis non, mais non, moi je veux ça, il faut faire ça, etc. Donc je fais quelques concessions, mais j'obtiens aussi... ce qui est essentiel pour vous. Voilà, absolument, les modèles forts, oui. Comment vend-on la lingerie? Comment la lingerie aujourd'hui se vend? Donc via le marketing, mais quels sont les réseaux de distribution? Est-ce qu'Internet, par exemple? Alors écoutez, oui, ça commence. Internet commence. Nous, on n'est pas très fort là-dessus, je dois dire, dans le groupe. Mais on vend dans des boutiques, en fait, des boutiques multimarques partout dans le monde. Beaucoup dans les grands magasins, parce qu'il y a toujours un rayon lingerie où on a... Par contre, on a beaucoup dans le monde entier de corners dans les grands magasins. Est-ce que ça veut dire qu'on a besoin d'aide pour acheter de la lingerie? Est-ce que ça veut dire que le conseil reste encore le conseil reste important? Le conseil reste important parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas. En fait, qui ne connaissent pas bien leur taille, qui ne savent pas trop les modèles qui leur correspondent, parce que tous les modèles de soutien-gorge ne vont pas à toutes les femmes. Bien sûr. On a quand même des modèles qui nous vont plus ou moins, et puis ça dépend aussi de ce qu'on met par-dessus. Et on ne connaît pas forcément notre taille. Et les femmes ne connaissent pas leur taille. Avec les bonnets, la taille, le 81, 85. Alors en plus, dans le monde entier, c'est différent.
Pour simplifier les pour choses. Simplifier les choses, oui. Et après, la taille de bonnet de A à E, même G ou H aux États-Unis, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de femmes qui me disent je fais du 90. Oui, mais lequel? Oui. En parlant marketing, en parlant réseau, en parlant distribution, je vais revenir à mon métier. Quelle est votre relation avec les blogueurs aujourd'hui? Est-ce que vous avez une relation particulière? Comment ça se passe? Bah, écoutez, je les rencontre maintenant de temps en temps. Oui, je rencontre des blogueuses. Il faut dire que c'est un... Alors, pour ma génération, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que moi, toute ma vie, j'ai rencontré des journalistes. Or, les blogueuses sont aussi des journalistes, dans un autre monde. Alors, on les sépare assez souvent, j'ai remarqué. Enfin, c'est pas moi qui décide d'ailleurs. En fait, on a deux agences. On a une agence qui s'occupe de la communication presse et une agence qui s'occupe du web. Tout ce qui est relation. Ouais, donc ça vous fait plus de boulot en fait. Donc j'ai 2 fois plus de boulot. Parce que les interviews, il y a toujours les journalistes, mais il y a toutes les blogueuses. Et est-ce que ça rapporte finalement quand les blogueurs parlent de vous, quand les blogueurs communiquent? Est-ce que c'est un vecteur Écoutez, rémunérateur? Je ne m'en rends pas bien compte parce qu'en fait, je pense que c'est une communication quelque part aussi à long terme. Et puis c'est une communication qui donne de la notoriété de toute façon, c'est clair. He came up to me and he said, catch you later, baby, I got a split. Qui donne une notoriété différente. Je me rends compte tout simplement par ma popularité auprès des jeunes. Parce que Instagram, par exemple, vous postez beaucoup. Je poste beaucoup sur Instagram. Vous faites des copines partout dans le monde. Oui, vous avez plein de nouvelles copines. J'ai des copines partout dans le monde et ça m'amuse beaucoup. Cette interactivité. Ça me prend un temps fou. Oui. J'ai même pas le temps de faire le reste. Je voudrais regarder Pinterest. J'arrive pas, j'ai pas le temps. Je regarde pas tellement Facebook, c'est le bureau qui s'en occupe. Parce que ça prend un temps fou. C'est vrai qu'Instagram, cette interactivité est intéressante. Mais Instagram, ça m'amuse parce qu'il n'y a pas trop à écrire. Twitter, je le fais pas non plus. Mais Instagram m'amuse. Et c'est vrai que ça m'étonne toujours d'avoir des mots, enfin des réponses de femmes de pays où je ne vends mais rien, comme par exemple l'Amérique du Sud ou en Australie, on a quelques points de vente, mais il y a quand même des pays où, par exemple Thaïlande, des pays comme ça, où on ne vend pas. Il n'y a pas de Chantal Thomas, on n'en trouve pas. Et elles me connaissent quand même. Et ça me fascine assez. Est-ce que les femmes vous envoient des photos d'elles dans vos modèles? Oui, de temps en temps sur Instagram, j'ai des photos. Vous les utilisez? Non, je ne les utilise pas, mais je les remercie. Donc c'est comme une confidence? Oui, complètement. Donc Instagram a amené la confidence? Oui. C'est fou parce que ce réseau qui est très déshumanisé apporte finalement une relation peut-être plus humaine qui n'aurait pas existé. C'est très étonnant parce que j'ai effectivement 5 ou 6 copines d'Instagram aux États-Unis, à Boston, à Londres, qui sont des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrés, mais on s'apprécie mutuellement. Est-ce que vous regardez via Instagram d'autres créateurs? Est-ce que vous, finalement, ça vous donne des idées? Quelques-uns, je regarde quelques-uns. J'en regarde quelques-uns, mais ça me prend un temps fou. He came up to me and he said, catch you later, baby, I got a split. Chantal Thomas ne laisse rien au hasard. Regardez. Just can't quit. Catch you later, baby, I got a split. Alors, ma dernière question est dans ce paquet. Comme vous pouvez remarquer, je suis restée... C'est une cravate. C'est une cravate parce que ça vous ressemble et la en dentelle, c'est votre ADN. Oui, absolument. Une dentelle qui vient de Caudry. Oui, de chez André Laude. Voilà, qui je crois est un de... Oui, avec qui je travaille. Voilà. Alors... C'est une petite chose, simplement pour connaître l'origine et savoir comment vous est venue l'idée, cette signature frangée. Ah, pas mal, je l'avais pas fait le t-shirt. Ce seul symbole suffit à savoir que c'est vous. Eh oui. Et ça, c'est quand même à travers le monde. Comment cette idée vous est venue? C'était en 81, j'ai rencontré un garçon qui était publicitaire dans un dîner. Je faisais pas de pub à l'époque, on n'avait pas les moyens de faire de la pub. Et j'ai rencontré Benoît de Varieux dans un dîner. Alors j'étais coiffée comme ça déjà. Et qui m'a dit, il faut communiquer. C'était un publicitaire. Et comme vous n'avez pas les moyens de communiquer en faisant des photos de vos modèles, parce que dans les modèles, il y a 100 modèles par collection. Donc on va communiquer. Pourquoi vous ne communiquez pas sur vous? Quelle bonne idée. Et il a fait une photo qui était en fait moi dans un fauteuil, avec la main sur le fauteuil comme ça. Et c'était une ombre chinoise. Parce que son idée était que je devais exister sans me montrer vraiment.
Alors c'est parti de l'ombre chinoise. Et de cette ombre chinoise du fauteuil qu'on avait fait pour, je ne sais pas, un magazine, je ne sais même plus lequel, il a tiré, 15 jours après, il est arrivé, il avait découpé cette partie-là et il m'en avait fait le logo. Donc c'est parti comme ça. On a travaillé ensemble pendant au moins 7 ou 8 ans, où on faisait, toutes les publicités étaient sur moi, mais toujours vue floue, vue de très très loin, ou vue en ombre chinoise. Donc voilà. Et puis après, petit à petit, le logo a marqué, et puis voilà. Bon, et puis après, je me suis montrée, après. Bon. Parce qu'il ne voulait pas que je me montre. Je n'avais pas le droit de me montrer. Il fallait juste connaître mon ombre. Il a réussi, hein. Bravo Chantal. Merci. Merci en tout cas pour le t-shirt. Nous avoir reçus dans votre maison. C'était un vrai plaisir pour Master of Details. Merci Chantal. He came up to me and he said, catch a letter, baby, I got a skill.